Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ce deuxième numéro de Good Morning 3D, une émission proposée par 3D Native, le média de l'impression 3D. Alors que notre premier épisode s'intéressait aux bénéfices de l'impression 3D pour le prototypage, cette fois-ci, nous reviendrons avec nos invités sur la thématique suivante, produire à la demande et sur mesure, la promesse de l'impression 3D. Pour commencer ce nouvel épisode, je vous propose de revenir sur un chiffre clé du secteur de la fabrication additive. Selon un rapport publié en 2019 par la société Jabil, le premier avantage de la fabrication additive identifié par les sondés est, à plus de 50%, sa capacité à produire des pièces sur mesure et à les proposer plus rapidement à leurs clients. C'est un avantage qui passe avant même la réduction des coûts de fabrication. Et justement, pour discuter des bénéfices offerts par l'impression 3D, je vous propose d'accueillir notre premier invité, Jean-Daniel Penaud, qui est responsable fabrication additive à CESI. Bonjour Jean-Daniel Penaud, vous êtes responsable fabrication additive à CESI, vous êtes également en charge de la formation en fabrication additive. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur les modules que vous proposez aujourd'hui et à qui ils sont destinés. Absolument Mélanie, donc moi je suis en charge à la fois de la formation mais aussi du transfert et de la recherche en fabrication additive à CESI. En fait on intègre la fabrication additive de longue date dans des espaces type Fab Lab, dans tous nos cursus sur la plupart de nos 25 campus répartis en France et pour tous les profils, que ce soit par exemple des apprenants en ressources humaines qui prototypent l'industrie du futur, en BTP qui font des concours de ponts et de structures très largement, quoi. Et plus récemment, là, depuis quelques années, nous avons intégré la fabrication additive industrielle, notamment en fusion sur lit de poudre ou polymère avec des solutions HP. Et là, on dispense des modules de plusieurs centaines d'heures en fabrication additive. Et pour en finir, depuis peu de temps, on dispense aussi ces modules auprès d'industriels, que ce soit des grands groupes ou des petites PME sous forme de modules courts ou de longs modules sur mesure, pour qu'ils intègrent la fabrication additive. Donc ce que je comprends bien, voilà, vous vous adressez à plusieurs profils, mais moi, ma question, ça va être plutôt, est-ce que ces profils se font rares dans le secteur? Comment est-ce que vous définiriez l'offre de formation en fabrication additive actuellement en France? Alors, elle était rare, je crois. Aujourd'hui, elle est florissante. Elle est vraiment une très grande dynamique qu'on observe. On a vu, pour caricaturer, il y a quelques années, vous aviez quelques modules courts, dispensés ici et là, de qualité assez variable, faut le dire, et des doctorants. Aujourd'hui, l'offre de formation initiale vraiment est très dynamique. On en retrouve dans la plupart des cursus universitaires et des grandes écoles, un nouveau bachelor dans le Grand Est, un diplôme universitaire à l'INP Toulouse, vraiment très largement, et l'offre à destination des entreprises également, avec une multiplicité d'acteurs, que ce soit des industriels comme HP, comme Adobe ou autres, des consultants qui forment de plus en plus, des centres techniques. Donc vraiment une offre très large avec peut-être deux tendances à souligner. D'abord une offre numérique qui sans surprise se développe en ces temps contraints. Et deuxième chose, des certifications et qualifications de personnel qui arrivent, donc en France, qui viennent d'être validées la semaine dernière par l'UIMM, les certifications d'opérateurs en fabrication additive, et au niveau international, des certifications pour tous les profils, ingénieurs procédés, managers, qui sont en train d'être dispensés en France. Merci beaucoup Jean-Daniel pour cette présentation. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur la thématique du jour, donc là la production à la demande sur mesure, qui dans votre cas est très liée à la production locale, puisque vous avez développé des unités de fabrication autonomes au sein du CESI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces unités? Avec grand plaisir. Alors oui, ce sont des unités que vous pouvez voir à l'écran qui en fait répondent d'abord à un besoin interne. On avait besoin d'intégrer la fabrication additive avec des poudres dans nos murs. Et pour des problèmes d'hygiène et sécurité, un de nos financeurs a refusé qu'on le mette dans un bâtiment avec des étudiants. Et après avoir fait le tour du marché, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de solution de la sorte, clé en main, qui permette de confiner le risque poudre et à la fois d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication additive. Et donc on a conçu, on l'a breveté d'ailleurs 2 fois, une unité qui est basée sur des containers recyclés, dans lesquels vous avez toute la chaîne de valeur au meilleur standard HSE, et aujourd'hui on la commercialise et ça intéresse principalement 2 typologies d'entreprises, des PME,
qui ont une solution clé en main ou des néo-entrants en fabrication additive. Et l'autre, et c'est en lien avec votre question, sont des acteurs qui ont envie d'imprimer sur des sites isolés ou sur des sites contraints. Alors on peut penser à l'oil and gas, que ce soit sur une plateforme au fin fond de la Sibérie, le secteur minier, la défense évidemment, ou toute entreprise qui a envie de produire près du lieu d'utilisation. Très bien. Et donc, si je reprends un autre de vos sujets d'actualité aujourd'hui, plus récemment, là, vous avez lancé l'association France Additive avec toute une équipe, ou plutôt relancé, puisque finalement, c'est l'ancienne AFPR, l'Association française pour le prototypage rapide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur France Additive ? Bien sûr, France Additive, donc c'est vraiment... Alors, à titre personnel, ça a été un constat. On ne trouvait plus en France, je crois, de lieu de rencontre de tous les acteurs de l'impression 3D. On avait beaucoup d'initiatives locales, éparses, certaines de très très bonne qualité. Thématiquement, les acteurs s'étaient regroupés, que ce soit les amis du métal, ou par typologie d'acteurs autour du CIMOP. On voyait beaucoup les offreurs, mais vraiment d'essayer de rassembler tous ces acteurs et d'animer et de fédérer une communauté d'impression 3D pour créer de la synergie entre les acteurs français. Et vraiment le but, c'est de monter en puissance en France, augmenter les volumes, répondre aux vrais besoins des industriels pour créer de la valeur et gagner en compétitivité. Ah oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est important justement de réunir la communauté pour favoriser l'innovation en France. Innovation qui passe aussi finalement par les startups. Et ça tombe bien, dans l'impression 3D, il y en a beaucoup. Et donc, je vous propose de passer à notre prochaine rubrique et d'accueillir la pâtisserie numérique. Bonjour Marine Korebayev, vous êtes la deuxième start-up à venir participer au Pitch Startup 3D. Pour rappeler un peu le concept brièvement, tous les mois on invite une start-up à venir présenter son concept en lien avec l'impression 3D en 60 secondes seulement. Marine, vous êtes prête ? C'est parti. Alors à la pâtisserie numérique, nous développons et nous proposons en fait des objets imprimés en 3D, des aliments, mais aussi les outils pour les fabriquer, que ça soit dans un laboratoire professionnel de pâtisserie ou même à la maison. En 2020, nous avons lancé Cakewalk 3D, qui est un extrudeur culinaire qui vient se fixer sur tout type d'imprimante 3D personnelle cartésienne pour la transformer en imprimante 3D de nourriture et donc pouvoir cuisiner avec son imprimante 3D. Nous avons aussi développé une imprimante 3D professionnelle sur une base de techno-poudre en utilisant la poudre alimentaire pour pouvoir fabriquer des biscuits en 3D, comme cette sphère. L'application, c'est vraiment d'aider le pâtissier, lui permettre de se concentrer en fait sur la créativité, l'assemblage de textures, la création de nouvelles recettes pour créer des nouvelles expériences gourmandes et puis ne pas finalement perdre de temps avec des tâches répétitives, oublier l'utilisation aussi des moules. En 2021, nous cherchons des investisseurs pour construire notre biscuiterie numérique. Merci beaucoup Marine en tout cas pour votre pitch. En tout cas, ça a l'air très très appétissant. Alors j'imagine Marine que la plupart de vos clients cherchent des créations personnalisées. Vous parliez tout à l'heure d'expériences gourmandes. Alors quel est le degré de flexibilité qui est aujourd'hui offert par l'impression 3D ? Alors l'arbitrage en fait pour le pâtissier, c'est est-ce qu'il fait le travail à la main de personnalisation ou est-ce qu'il le fait avec la machine. On connaît tous les gâteaux d'anniversaire personnalisés et en fait les clients sont de plus en plus demandeurs en fait d'avoir quelque chose d'inédit, de spécial pour eux, pour une occasion et c'est une vraie demande dans les pâtisseries. Il faut savoir que leur métier est très très structuré, c'est-à-dire la journée d'un pâtissier, même la semaine, elle est hyper organisée. Donc quand il y a une demande de dernière minute, c'est vraiment difficile pour eux de la gérer. Et là, l'impression 3D prend tout son sens. Et Marine, si je peux me permettre, je crois savoir que vous avez travaillé dans la pâtisserie de Palace. Comment est perçue aujourd'hui l'impression 3D par vos anciens collègues pâtissiers ? En fait, c'était une vraie découverte pour moi, effectivement, quand j'ai passé mon CAP pâtisserie et que je suis devenue commis en restaurant, de me rendre compte à quel point, dans le monde de la pâtisserie, l'impression 3D était une technologie connue et usuelle. Ils l'utilisent pour faire des positifs de moules silicone sur mesure. Par contre, ils n'avaient vraiment pas cette notion qu'on pouvait imprimer directement des aliments. Et ça, c'est là où ils me regardaient en disant « mais ce que tu fais, c'est vraiment le futur ». Et le plaisir, c'est de leur apporter le futur aujourd'hui. Merci beaucoup Marine d'avoir participé à notre émission. En tout cas, on a hâte de goûter cette tarte. Mon plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir de la pâtisserie numérique. Et sans transition, je vous propose de passer à notre rubrique partenaire, le rendez-vous HP.
Bonjour Hervé Turki, vous êtes responsable commercial impression 3D chez HP France et particulièrement en charge des secteurs applicatifs pour lesquels la fabrication additive à la demande sont au cœur du sujet. Vous êtes notamment aussi spécialisé dans le secteur médical. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour, oui effectivement, quoi de plus unique et spécifique que le corps humain ? Il est évident que disposer de dispositifs médicaux orientés patients est quelque chose d'essentiel dans le secteur médical. C'est d'autant plus possible et accessible à ce jour que les praticiens disposent de données numérisées issues de leurs patients. Ces données peuvent être exploitées dans des logiciels dédiés à la création de dispositifs médicaux et bien évidemment, au bout, être imprimés en 3D, notamment avec la technologie Multi-Jet Fusion de chez HP. Il existe beaucoup de cas d'utilisation dans le domaine, je pense notamment à l'orthodontie, à l'orthopédie, aux prothèses, aux guides chirurgicaux. On peut dire qu'à ce jour, l'impression 3D dans le secteur médical a vraiment changé beaucoup de choses. Je pense plus particulièrement au domaine des orthèses et des prothèses. On a vu un flux de fabrication qui a été complètement modifié à ce jour, avec des process de fabrication complètement digitalisés qui ont été mis au point, qui ont été créés de bout en bout, avec 3 conséquences principales. La première est on est passé d'un processus de transformation manuelle à un processus de transformation et de production complètement digitalisé, avec un accroissement de la production et de la qualité des pièces finales. La seconde conséquence, c'est que le praticien a plus de temps à consacrer à ses patients, puisqu'il n'est plus sur la partie conception, fabrication, validation des dispositifs médicaux. Et la troisième conséquence, c'est une conséquence au niveau du patient, puisque le patient obtient très rapidement des appareillages, si on parle d'orthèses et prothèses, parfaitement adaptés à ses besoins, à ses contraintes, et des appareillages qui sont plus légers et vraiment orientés patient. Justement, on va parler de ces appareillages avec vous, Nicolas Saint-Lô. Bonjour, vous êtes le cofondateur de XFit Orthotics. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Montpellier et qui fabrique des semelles orthopédiques sur mesure en 3D. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous utilisez la technologie HP Multi-Jet Fusion. Alors justement, quels sont les avantages de cette technologie ? Comment est-ce qu'elle vient révolutionner votre secteur d'activité aujourd'hui ? Podologue de formation, je me suis assez rapidement intéressé aux technologies additives dès 2015, en fait parce que je voulais apporter de la précision en fait thérapeutique en faisant mes semelles, ce qu'on n'avait pas avec les fabrications traditionnelles, et puis faire gagner du temps aux podologues et avoir vraiment cette précision. Donc on a en fait créé un workflow complet avec un outil d'acquisition d'empreintes, un scanner 3D, une application web assez facile où on se connecte vraiment sur n'importe quel type de device, où on va avoir vraiment une multitude de modèles, de bibliothèques et de caractéristiques pour chaque modèle. Et puis ensuite, d'envoyer dans des imprimantes Multi-Jet Fusion, on va avoir ces produits de qualité et innovants. Donc si je comprends bien, avec le développement de ce workflow et en livrant vos semelles orthopédiques, c'est finalement le métier même du praticien que vous changez. Alors comment est-ce que justement c'est perçu par les podologues aujourd'hui ? Il était très attaché à sa fabrication manuelle, ce podologue. Et aujourd'hui, savoir modéliser, savoir numériser, savoir imprimer, il y a un vrai savoir-faire. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est vraiment des outils très précis pour qu'ils puissent très rapidement répondre à ses volontés biomécaniques et donc à son diagnostic qui a sa vraie valeur ajoutée. Donc si je comprends bien, Nicolas, la partie numérisation et la modélisation 3D sont des enjeux clés dans l'utilisation de la fabrication additive dans le médical, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Mélodie. C'est vrai que ça permet un échange entre confrères de bonnes pratiques et d'arriver à un consensus en podologie en utilisant des modèles partagés et d'échanger en fait des données objectives et subjectives qui vont permettre de rassurer quant à l'utilisation du produit et donc apporter une vraie valorisation thérapeutique aux semelles orthopédiques. Merci Nicolas. Et pour aller un peu plus loin, Hervé, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de fabrication à la demande sur mesure qui ont été réalisés grâce à la technologie HP ? Oui, tout à fait. Je pense notamment à la société SmileYight qui fait de la production d'aligneurs dentaires. Donc avec la solution MJF Technologies, ils produisent des moules
à partir desquels ils produisent des aligneurs dentaires sur base de silicone. Donc c'est des moules qui sont parfaitement tracés, identifiés pour chacun des patients et qui permettent de faire un suivi périodique en termes d'alignement dentaire et de parfaire, je dirais, la dentition des patients au fur et à mesure. Vous travaillez aussi sur de la production de pré-séries, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On travaille sur de la pré-série, notamment avec la société Abeille, qui produit des lunettes en pré-série, donc pour les enfants dyslexiques. On a également dans notre portefeuille la société Chabloz, qui produit des orthèses, des prothèses, des casques pour bébés à façon. Et donc qui sont chez HP depuis quelques années, voilà, et qui ont la technologie MJF intégrée directement chez eux. Merci Hervé, merci Nicolas pour vos témoignages qui nous ont permis de voir comment est-ce que la technologie pouvait permettre de répondre à des enjeux de grand volume, de pré-série. Je vous propose qu'on invite maintenant Jean-Daniel Penaud à nous rejoindre sur le plateau afin de poursuivre nos échanges sur la thématique. Pour rester dans le domaine médical, on l'a vu, l'impression 3D a eu une belle visibilité en 2020 pour lutter contre la crise de la Covid-19, avec des centaines de milliers de pays qui ont été imprimés en 3D, des valves pour respirateurs, mais aussi des écouvillons. Ici, l'idée de produire à la demande a été synonyme de production dans l'urgence. Alors moi, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce contexte et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer ? Nicolas, si on peut commencer par vous. Oui, merci. Moi, j'ai la rapidité de développement de produits vraiment innovants, personnalisés, personnifiés, comme des masques ou ce genre de produits. C'est la rapidité qui m'a surpris pour avoir des produits de meilleure qualité, plus innovants et plus à disposition vraiment de toute la planète. Hervé, c'est quelque chose que vous partagez ? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que la preuve est faite à ce jour en termes de réactivité, de flexibilité, de gain de souveraineté en termes de production, en termes d'innovation, flexibilité d'innovation, tout ça, c'est des clés, des facteurs qu'amène l'impression 3D. Et je pense que ça a été largement prouvé et prouvé durant ces derniers mois de crise. Jean-Daniel, j'imagine que vous partagez un peu le point de vue d'Hervé et de Nicolas. Moi, je partage totalement. C'est vraiment les atouts de flexibilité, d'évolutivité de l'outil de production et non plus les qualités intrinsèques des pièces qui ont été mis en avant, avec peut-être une différence à souligner entre les dispositifs médicaux, où on a vu que des gros acteurs comme BIC, comme Air Liquide ont dû s'occuper de la partie légale, certification, par rapport à des dispositifs non médicaux qui, eux, ont vraiment pu être produits, comme les EPI que vous soulignez à juste titre, très rapidement en grande quantité. Donc, si on s'éloigne un peu du secteur médical et qu'on prend plus l'angle de l'économie circulaire, qui est un enjeu capital aujourd'hui pour toutes les entreprises qui veulent favoriser la réparabilité des pièces, mais aussi lutter contre l'obsolescence programmée, on voit que l'impression 3D a un rôle quand même majeur à jouer. Comment la technologie aujourd'hui contribue à cela, Hervé ? Oui, tout à fait. En vertu des contraintes réglementaires qui vont s'imposer pour les fabricants en termes de réparabilité, justement, il est clair que tout ce qui est production de pièces de maintenance, de pièces de réparation, va être un sujet problématique dans les prochaines années. Et là, on est sur un créneau sur lequel l'impression 3D va pouvoir pleinement répondre. On est vraiment sur un créneau porteur. Bien évidemment, il y a déjà des industriels qui ont sauté le pas. Je pense notamment à Decathlon, qui d'ores et déjà dispose d'un catalogue digital de pièces de rechange. Et ce catalogue est mis à disposition de différents centres régionaux qui sont à même de répondre à des besoins clients. Un client a une pièce cassée, donc il veut la remplacer. Et c'est une promesse à la fois pour le client, qui n'est pas poussé à la surconsommation, c'est-à-dire qu'on vient changer la pièce qui a été cassée et non un ensemble. Et pour Decathlon, c'est également un atout qui est clé, puisque il n'a pas besoin, la société Decathlon n'a pas besoin de stocker une décennie de pièces de maintenance, de rechange, et d'immobiliser de la trésorerie associée à ce stockage de pièces. Et pour abonder dans votre sens, c'est vrai que cette réparation ou stock de numérique de pièces détachées vont aussi bien pour des applications basse valeur ajoutée, la petite pièce polymère de rechange temporaire, que des applications très haute valeur ajoutée. On a vu des aubes de turbines, donc vraiment le champ des possibles est, à mon avis, immense.
Alors justement, cette production à la demande, elle va un peu à l'encontre de nos modèles aujourd'hui, de cette société de consommation. La fabrication additive, on l'a vu, elle offre vraiment des avantages compétitifs qui sont réels. Mais justement, comment est-ce qu'on va insuffler un changement de mentalité à des entreprises qui n'ont finalement pas réussi à franchir le pas? Jean-Daniel, si vous pouvez répondre à cette première question. Alors, je crois que la question n'est pas simple et la réponse ne le sera pas non plus. Je crois d'abord pour l'innovation que les startups ont clairement un rôle à jouer. On a vu le rachat de Sculpteo par BASF qui montre que ces initiatives peuvent vraiment amener quelque chose dans les grands groupes, alors que ce soit côté France Additive, on travaille beaucoup à essayer de partir du vrai besoin, du vrai positionnement de l'entreprise, de son business pour essayer de trouver la valeur et l'intérêt que peut avoir la fabrication additive. Il y a un côté d'accompagnement aussi dans l'organisation de l'entreprise qui est très important. Je sais qu'à Cesi, on part beaucoup de projets pilotes pour intégrer la fabrication additive dans les entreprises, mais ça prendra du temps, à nous de travailler dur. Hervé, Nicolas, un mot de la fin, peut-être? C'est vrai que moi je trouve aussi ce qui pourrait accélérer, c'est peut-être la création de plateformes de modélisation plus simples, plus intuitives pour les industriels, et peut-être leur faire comprendre qu'il y a nombre de matériaux, nombre d'applications numériques qui permettent de simuler maintenant de manière stable l'objet avant de le produire. En tout cas, de belles perspectives pour la fabrication additive. Hervé? Oui, absolument. Oui. Je rajouterais qu'il faudra probablement aussi appuyer un petit peu plus fort sur la formation de nos jeunes ingénieurs et techniciens pour accompagner cette transformation. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, Nicolas, Merci. Hervé, Jean-Daniel, pour vos témoignages. Merci également à Marine de la start-up La Pâtisserie Numérique. Ça y est, c'est la fin de cet épisode 2 de Good Morning 3D, une émission proposée par 3D Native, le média de l'impression 3D. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos commentaires sur les réseaux sociaux de 3D Native. Et on vous retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Good Morning 3D qui cette fois s'intéressera à la fabrication additive qui s'inscrit dans une logique de réindustrialisation. À très bientôt dans Good Morning 3D.